Vous êtes sur la Panafricaine Média 1, merci de nous rester fidèles, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui donne la parole aux jeunes pour décortiquer évidemment des thématiques en lien avec cette jeunesse qui représente l'avenir de notre magnifique continent. Vous connaissez le procédé de l'émission Génération News scindée en deux parties. La première partie avec mes invités, nous allons essayer d'apporter des réponses sur cette thématique axée sur les compliments. Quel impact des compliments dans notre vie? Eh bien, on en saura un peu plus en première partie d'émission. Et en deuxième et dernière partie d'émission, nous allons parler du silence. Le silence, quel rôle dans la communication? Eh bien, on aura des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités. Ils sont là sur ce plateau Génération News. Ce sont des habitués, évidemment. Il s'agit de Edwin. Edwin, vous êtes juriste d'affaires. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News et toujours un plaisir, bien évidemment, de te recevoir sur ce plateau. Bienvenue chez toi, j'ai envie de dire. Merci Régis. Nous avons également le plaisir de recevoir Chancel. Vous êtes étudiante en communication. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci Régis. Et en face de vous, on a notre ami Murphy, étudiant en journalisme et communication, journaliste tout court, parce que vous êtes également dans les médias, vous exercez. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci Régis. Et on termine avec un autre homme de la communication, Benoît. Vous êtes étudiant en journalisme. Un plaisir de te recevoir sur cette émission. Deuxième participation à Génération News. J'espère que la première, ça s'est bien passé. La deuxième, je te rassure, ça se passera bien. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci également à vous. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je le disais dans mon introduction, en première partie d'émission, nous allons parler un petit peu du compliment. Et d'ailleurs, pour le compliment, je vais commencer avec toi, mon cher Murphy. Tu es très bien habillé. On aime bien le gilet et la chemise. Ça va. Le noir, le blanc, en général, ça, c'est, comme on dit, c'est assorti, ça match très bien. Le compliment, justement, mon cher Murphy, quel impact dans ta vie et qu'est-ce que ça représente pour toi? Alors le sentiment, c'est nécessaire parce que en réalité, nous sommes dans une société devenue de plus en plus altruiste où on est individualiste, je voulais dire. Et donc le compliment, lorsqu'il est donné, il fait beaucoup de bien, que ce soit en milieu professionnel ou que ce soit en milieu personnel. Personnellement, voilà, toujours faire un compliment à une personne, ça va aider à booster, par exemple, l'estime de soi. Ça peut aider à booster, comment on va dire, renforcer les liens avec une personne. Et dans le milieu professionnel, d'ailleurs, d'après l'Organisation des Nations Unies, des collaborateurs qui sont très épanouis, qui sont heureux dans leur milieu professionnel, ce sont des collaborateurs qui sont très performants et qui, évidemment, qui sont productifs. Oui, on va plus loin. Il y a une journée mondiale du compliment. Très peu de personnes le savent. Ah bon, moi je ne savais même pas qu'il y en avait. Ça existe. Il y a une journée mondiale pour le compliment, mon cher Murphy. Justement, Chancel, il a parlé du compliment dans le milieu professionnel. Quel est l'impact justement? Comment le fait de complimenter un collègue peut avoir effectivement un effet multiplicateur dans le rendu, dans le travail? Je pense que complimenter un collègue peut avoir un impact positif immense dont on ne se rend pas compte forcément parce que ça valorise la personne et ça donne à cette personne le courage là d'encore mieux faire par rapport à ce que la personne faisait avant. Et complimenter quelqu'un, c'est vraiment lui donner encore ce désir là de faire encore un peu plus, d'être beaucoup plus performant, d'exceller dans ce qu'il fait, je pense. Justement, on parle du compliment, Benoît. On a l'impression qu'en fait, est-ce que déjà, parce que la question que je te pose, c'est est-ce que toi, tu as le compliment facile? Est-ce que tu arrives facilement à complimenter une personne? Parce qu'il y en a qui sont un petit peu avares avec. Très peu de personnes font des compliments. Et ça, c'est la première question. La deuxième qui se raccroche à la première question, c'est de savoir justement quel pourrait être l'impact du compliment dans l'évolution on va dire, d'un enfant, l'accomplissement d'un enfant, par exemple. Bon, pour le premier volet, moi, je suis pas avare en compliments. D'accord. Mais j'en fais pas trop aussi parce que des fois ça peut passer pour. C'est dans le compliment ciblé, quoi. Ouais, ça peut passer pour de la flatterie. Et maintenant, du côté de l'évolution d'un enfant, c'est important de complimenter un enfant. Il prend confiance en lui, il y a de l'estime de soi. Comme ça se passe chez l'adulte, et l'enfant, il retient plus les compliments, il grandit avec. C'est-à-dire, si tu prends habitude, par exemple, de mal parler à ton enfant, ça reste en lui, tout comme les compliments que tu fais aussi au quotidien à ton enfant vont lui permettre d'avancer et d'avoir confiance en ce qu'il va faire plus tard
dans sa vie. Edwin, est-ce que dans le milieu professionnel, hein, parce que Chancel l'a dit, ça booste, on le sait tous, vous avez parlé de l'estime de soi, est-ce que y a pas, ça ne peut pas entraîner de confusion? Parce que tout à l'heure, Benoît a voulu installer une frontière entre le compliment et la flatterie. Est-ce que justement, il faut à un moment donné avoir le bon dosage du compliment pour ne pas effectivement se retrouver dans une situation parfois un peu compliquée? Oui, justement, tu l'as dit, Régis. Le compliment, d'abord, c'est quoi si on parle de l'approche définitionnelle? C'est des mots, ce sont des expressions que l'on adresse à une personne dans le but de l'encourager, de féliciter la personne ou de la booster. Mais c'est comme Benoît l'a dit justement, la frontière est très courte entre le compliment et la flatterie. Et justement, si on en fait trop ou si on ne sait pas en faire, évidemment, on glissera dans la flatterie et ça n'aura qu'un effet contre-productif. Et ça peut même créer peut-être des pensées un peu très loin de ce qu'on a envie de... Justement, parce qu'on doit complimenter dans le bon sens. C'est-à-dire, comme on a dit dans un milieu professionnel, on a un collègue qui fait bien son travail, il faut qu'on ait l'honnêteté de reconnaître à ce collègue-là qu'il le fait bien. Et donc, de faire en sorte, par exemple, ça peut être le collègue qui tire le groupe, parce qu'on travaille de plus en plus en groupe dans nos différentes structures de nos jours. Donc, c'est ce collègue-là qui tire le groupe. Il faut lui dire que oui, ta manière de faire, c'est la bonne. Donc, il faut que tu poursuives sur cette lignée, voilà, sur cette lancée. Et que grâce à toi, le groupe est plus compétitif, le groupe est plus optimal. Mais il faut savoir le faire et il faut bien le dire, il faut bien le complimenter. Parce que si on le complimente mal ou si on le complimente de sorte à ce qu'il prenne ce que moi qu'on peut appeler la grosse tête, ça c'est aussi, voilà, c'est dangereux et donc voilà. C'est un peu là le risque, Chancel, c'est-à-dire trop de compliments, ça malheureusement ça pousse un peu une personne dans une zone de confort où elle s'est dit bon ça va, je suis largement bien ici. En général quand on te complimente par exemple sur ton travail, il y a un peu ce truc où tu penses être au-dessus de l'autre et c'est peut-être là un peu le risque du compliment, l'abus du compliment. Ça c'est un vrai danger qu'il faut qu'on puisse éviter parce que il faut savoir que on n'a pas la même sensibilité, du coup on ne voit pas ou bien on ne prend pas les choses de la même manière. Il y a certaines personnes, dès qu'elles entendent un compliment, c'est comme si elles sont parfaites, ce sont des personnes complètes, mais il y a d'autres qui, avec ce compliment, vont essayer d'exceller, vont essayer d'aller de l'avant. Donc c'est vraiment le danger dans lequel on ne doit pas tomber et il faut vraiment relativiser. C'est vraiment en fonction du caractère de la personne qui est en face de nous qu'on doit savoir comment complimenter ou comment apprécier l'effet d'une personne. D'ailleurs, je reste avec toi sur le comment. Là, c'est très important, c'est comment complimenter. Restons dans le cadre professionnel. Avant, évidemment, on va sortir évidemment de ce cadre-là, mais restons dans le cadre professionnel. La manière, le comment complimenter, c'est important. Je prends un exemple assez simple. Si aujourd'hui, Chancel a fait un travail et que j'estime que ce travail-là, il est bon, mais il manque des choses. Et comment j'arrive à complimenter Chancel sur son travail sans pour autant vexer la personne ou bien heurter la personne? Est-ce que je dois commencer par ce qui est bien et ensuite aller sur ce qui n'est pas bien ou commencer ce qui n'est pas bien pour aller sur ce qui est bien? C'est là aussi la méthode. Donc comment complimenter justement? Oui, le comment c'est très important. Hein. Et comme je le disais tantôt, c'est vraiment en fonction de la personnalité de la personne. Il y a la personnalité, il y a le tempérament, il y a aussi le mood dans lequel la personne elle est à l'instant T. Et comme tu le disais, il faut, par rapport au comment, il faut vraiment relativiser. Mais personnellement, si je prends l'exemple que tu viens de donner, je dirais que j'aurais préféré que la personne en face de moi commence par le négatif pour ensuite terminer par le positif. Est-ce que c'est pas dangereux? Parce que le cerveau est formaté, programmé pour refuser la négation. C'est-à-dire si je commence en te disant écoute ton travail, excuse-moi du terme, il est médiocre, il n'est pas intéressant, il y a des fautes d'orthographe, c'est pas intéressant, mais j'aurais préféré que tu le fasses comme ça. Est-ce que là tout de suite, est-ce que tu penses que la personne va retenir la fin ou le début, le fait que son travail n'est pas bon? Or, si tu commences par l'inverse en disant, écoute, ton travail, il est nickel, il est bien, mais il y a quelques fautes, est-ce que là, tout de suite, tu ne conditionnes pas le cerveau quelque part? Oui, c'est très délicat. C'est une question très sensible. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment mesurer les mots, le ton sur lequel on parle, parce que ça peut vraiment avoir un impact. Même si on ne s'en rend pas compte, le ton sur lequel on parle à la personne et les mots qu'on utilise aussi, il faut vraiment y faire attention, mais gardez en tête que complimenter quelqu'un, c'est
quelque chose de positif. Et c'est ça qui montre notre caractère humain, en fait. Ça montre qu'on a de l'empathie envers la personne qui est en face de nous. Le caractère humain, mon cher Benoît, pourquoi on a l'impression que beaucoup ont du mal avec le compliment? Alors, toi, évidemment, tu es dans le compliment sélectif, mais pourquoi beaucoup ont vraiment du mal à complimenter d'autres personnes? Est-ce que c'est lié à la jalousie? Est-ce que c'est lié à autre chose? Pourquoi certaines personnes ne sont pas disposées à complimenter? Moi, je dirais plus c'est lié des fois à la jalousie. C'est lié à la jalousie parce que je ne peux pas concevoir d'avoir une personne près de moi qui soit meilleure que toi. Quand je dis je ne peux pas concevoir une personne à côté de moi qui fait quelque chose de bien, et puis je n'arrive pas à complimenter cette personne, quel que soit ce que la personne fait. Là, ça veut dire que quelque part, il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose contre la personne. Et moi, je ne sais pas si, on va dire quoi, la limite, comme je disais, entre la flatterie, parce que souvent d'autres personnes aussi se retiennent. Parce qu'ils se disent, il y a des gens, quand tu vas un peu donner des compliments, il va te dire, bon là tu es en train de me flatter, c'est pas trop, il va penser que c'est pas trop sincère. Donc il y a d'autres qui se retiennent, mais sinon moi je pense que normalement, les compliments, ça devrait se faire. Si tu en hésites, quand il y a lieu d'en faire un, c'est que... Il y a quelque chose derrière, en fait. On parle de la sincérité du compliment, Murphy, la sincérité du compliment. Est-ce que toi, parfois, tu arrives à percevoir, à discerner ce qui est vrai du faux dans le compliment? Parce que généralement, on complimente simplement pour faire plaisir à la personne, mais on n'est pas sincère dans ce qu'on a envie de dire. La sincérité du compliment en lien avec l'impact sur notre vie. Alors, est-ce qu'on peut identifier rapidement un sentiment, un compliment vrai ou faux? Je ne sais pas si je peux donner une réponse tout de suite, mais déjà, je vais rappeler quelque chose. Nous sommes dans une société traditionnelle africaine et le compliment, on va dire, ça ne fait pas partie de nos habitudes. C'est très rare. Tu vas en Europe, facilement, ils ont le mot facile. Je vois, il y a des vidéos souvent qui circulent où on fait des blagues, on dit appelle ta maman, essaie de lui dire que tu l'aimes. Et la maman, elle commence à dire où tu te trouves, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu es malade, ainsi de suite. C'est une réalité africaine. Voilà, pour dire que le compliment, en réalité, en Afrique, il ne fait pas partie de nos habitudes. Maintenant, après, aujourd'hui, oui, avec comment on va dire ça, l'occidentalisation et tout ça de l'Afrique, on arrive maintenant à voir des Africains qui peuvent avoir le compliment facile. Et tu as d'autres également qui sont restés dans ces anciennes habitudes de lâcher difficilement un compliment. Mais après, comment les différencier? Comment il faut les... Ouais, c'est facile, hein. Parce que... Tu trouves que c'est facile de dire? Oui, parce que... Donne-nous le secret, nous, on est parce que tout de suite, je sais pas, comme il disait, si tu sens qu'il y a un gars qui est en compétition avec toi, par rapport à un poste, s'il faut revenir dans le cadre professionnel, tu sauras voir si le compliment il est sincère ou si c'est juste parce qu'il est en train de vouloir te flatter, tout simplement. Donc je pense qu'il y a quand même des petits éléments qui permettent de déceler si la personne elle est sincère ou elle n'est pas, mais c'est quand même difficile, c'est pas facile. Alors il y a un autre phénomène, mon cher Edwin, on voit que beaucoup de jeunes filles, en tout cas, se lancent dans des opérations pour transformer un peu leur corps. Il y en a qui se lancent dans la consommation de certains produits pour grossir, pour maigrir, bref, pour changer leur apparence. Est-ce que quelque part, le fait aussi qu'il y a peut-être eu absence de compliment, est-ce que le compliment est pour quelque chose dans cette envie à chaque fois de plaire à l'autre? Bon, oui, on va dire en quelque sorte, parce qu'il y a des gens aussi, il faut le dire, qui aiment bien ça. Qui aiment lorsqu'elles sortent de chez elles, on dise d'elles que voilà, elle est très belle, elles sont très bonnes, elle est jolie, elles sont bonnes, elle est bien habillée, on aime tout ça, et tout le reste. Maintenant après, moi je sais pas si c'est ça qui devrait motiver réellement ces personnes-là à avoir recours à tout ce que tu viens de citer. Je pense que c'est plus autre chose, c'est un manque de confiance en soi. Oui, mais est-ce que ce manque de confiance en soi, parce qu'on l'a dit, le compliment, ça renforce la confiance en soi? Oui. Parce que s'il va falloir faire un lien, je veux dire, entre les deux. Oui, ça renforce, le compliment renforce la confiance en soi, mais après, je me dis que c'est d'abord quelque chose de personnel. C'est-à-dire, ça vient d'abord de moi. Bien que je ne sois pas complimenté, je dois avoir une certaine assurance. De me dire que où je suis là, je crois en moi, j'ai confiance en moi. Quand je marche, je dois marcher tête haute, tête la première. Je ne dois pas attendre que ça soit l'environnement, comme j'aime le dire ici, autrui, qui me dise que
voilà comment je dois procéder, voilà comment je dois faire. Sinon, je vis du regard d'autrui et à ce moment, ça devient dangereux. Parce que si autrui me lance ou bien me recommande de faire certaines choses par rapport à lui qui ne sont pas forcément bonnes pour moi, mais comme tu l'as dit, ces dames-là auront recours à ce type de... Oui, parce qu'on le voit un peu sur les réseaux sociaux, hein, des personnes qu'on admire, malheureusement, se retrouvent un petit peu. Et je pense qu'en ce moment, sur les réseaux sociaux, pour ceux qui suivent, c'est beaucoup plus le cas de Emma Loès, hein, qui est très suivie, où elle est attaquée à chaque fois sur son physique. Mais bon, évidemment, ça, c'est un autre débat. On parle du compliment et le lien avec l'éducation aujourd'hui, parce que pour beaucoup de personnes, ils estiment qu'il va falloir aujourd'hui insérer le compliment, même si Murphy l'a souligné, et c'est une réalité en Afrique. Dans certains pays, on n'a pas ces habitudes-là d'avoir le compliment facile, mais est-ce qu'aujourd'hui, vu qu'on avance, le monde avance également, est-ce que insérer le compliment dans l'évolution d'un enfant, ça reste quelque chose de plutôt intéressant sur lesquels nos parents, en tout cas les parents d'aujourd'hui, nous autres là et ceux de demain, doivent plutôt insister pour, on va dire, une bonne croissance émotionnelle de l'enfant? Oui, je pense que c'est très important d'insérer les compléments dans l'éducation de nos enfants. Nos parents, quand je parle de nos parents, je parle de ceux qui sont en Afrique, bien sûr. Nos parents n'ont pas eu cette culture-là ou bien ces habitudes-là de nous complémenter. Mais je pense que nous avons cette responsabilité-là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont faussé l'éducation. Ouais, on a bien grandi, on a été bien éduqués. Bien éduqués et tout ça. Mais je pense que vu que nous, la génération actuelle, vu qu'on se rend compte de l'importance du complément, c'est de notre responsabilité maintenant de pouvoir transmettre cette éducation-là à nos enfants et aux générations futures, parce que ça a vraiment une grande place dans la croissance mentale et psychologique de l'enfant. Et vu que tu parlais de ces personnes-là qui recourent à des pratiques pour transformer leur corps, un enfant qui dès son bas âge a les compliments de ses parents, son parent lui dit que tu as un beau corps, tu as de beaux yeux, tu as un beau teint, tout ça, je ne pense pas que même avec le regard des autres, le regard négatif des autres, cette personne-là aura recours à des pratiques pour changer son physique. Donc c'est vraiment de notre responsabilité d'intégrer les compléments dans l'éducation de nos enfants pour pouvoir les motiver, pour vraiment qu'ils aient cette conscience-là et qu'ils se sentent bien aussi dans leur corps, parce que ça permet à la personne de se sentir bien, de s'accepter telle qu'elle est sans pouvoir porter le poids du regard des autres. Est-ce que cette démarche, tu l'as, mon cher Murphy, parce qu'on rappelle que Murphy est papa d'une magnifique fille, est-ce que tu l'as, cette démarche-là, avec ta deuxième épouse, on a envie de dire ça ainsi? Mais oui, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. C'est que dès le bas âge, il faut mettre l'enfant en confiance. Ça permet, comme on l'a dit, de renforcer l'estime de soi, d'avoir un enfant dire que tu es très intelligente. Ça va faire en sorte que les facultés intellectuelles se développent rapidement. De dire à une enfant tu es très athlète, ça va faire en sorte que si elle fait des arts martiaux, de pouvoir être performant. Donc je crois que le compliment, il a toute sa place dans l'éducation et dans la croissance même d'un enfant. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nos mamans, ils avaient une façon différente de nous témoigner leur amour. C'était un coup de chicotte et puis on te dit oui, tu sais que je te tape parce que tu as fait le désordre, non? Tu sais que c'est parce que je t'aime. Ça, c'est l'éducation de nos mamans africaines et tout ça. Mais il faudrait aussi commencer à... Qui a marché, hein, oui, ça... non, mais il faut... Oui, on te donne un coup de chicotte, on te dit tu sais pourquoi je t'ai tapé? Non, oui, maman, je sais pourquoi. Elle ne repart plus là-bas, ne fait plus ceci, ne fait plus cela. Non, parfois elles vont un peu plus loin, c'est-à-dire qu'elle va te corriger et toi tu vas pleurer et une heure après elle va revenir vers toi, te consoler avec de meilleurs... de belles paroles et tout ça. Mais c'est une forme d'amour et tout ça que nos mamans témoignaient. Mais aujourd'hui également, il faut associer le compliment parce qu'on a des enfants de plus en plus androïdes qui viennent, ils viennent avec d'autres mentalités, ils grandissent très rapidement. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas faire l'inverse aussi, Benoît? C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est tout à fait naturel, hein, c'est-à-dire complimenter l'enfant, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi rééduquer nos parents quelque part sur ce procédé, en l'occurrence le compliment? Parce qu'il n'y a qu'à complimenter ton père ou ta mère et on voit les réactions derrière. C'est parfois compliqué quand tu dis écoute papa je t'aime, il te dit tout de suite tu veux quoi. On a l'impression qu'en fait c'est conditionné, le compliment est conditionné. Est-ce qu'il ne faut pas aussi quelque part revoir l'éducation de nos parents? C'est une façon de parler entre guillemets bien sûr, en ce qui concerne évidemment l'importance, l'impact de ce compliment. Ce n'est pas que bénéfique pour nous, même celui qui fait le compliment a un sentiment de satisfaction derrière aussi. Donc est-ce que toi par exemple avec papa, avec maman, il y a cette envie-là justement de complimenter, de dire à papa si je te le dis c'est parce que je le pense réellement? Il y a des moments où les compliments sortent.
avec les parents, ça vient. Et d'autres, je vais dire, c'est plus difficile du côté des parents pour nous. Moi j'ai la facilité, c'est-à-dire, papa il sort le matin, bien habillé, tiré, costard et tout. Tu vas lui faire savoir que je trouve bien dans ton costume et tout. Il va te dire merci et tout. Et puis mais il n'y a pas cette facilité du côté des parents. Moi, je pense que du côté des parents, je ne sais pas s'il faut dire que c'est pour éviter le syndrome du prince et de la princesse. C'est-à-dire, on t'a tellement dit que tu es beau, tu es le meilleur, tu es ceci, qu'à un moment donné, tu ne te remets plus en question. Je prends un peu, en prenant l'exemple dernièrement, je regardais une interview de Thierry Henry qui disait que son père l'a beaucoup aidé parce que son père ne lui disait jamais facilement après un match que tu as bien joué et tout. Son père lui disait plutôt, tu as vu ça, il faut améliorer ça, j'ai pas aimé. Et il disait même dans les matchs où il a eu à marquer 5-6 buts, on lui rappelait ce qu'il n'a pas eu à faire et ça l'a poussé à se dépasser. Mais attention, cette méthode-là peut faire du mal aussi à l'enfant. Ce n'est pas tous les enfants qui acceptent cette éducation-là, honnêtement. Parce que en réalité, il faut trouver le bon dosage entre le compliment et puis la critique, dire voilà. Je crois c'est surtout ça parce qu'il y a la confusion parfois entre tout ça, entre le compliment, la critique et on a parlé de la flatterie. Alors, mon cher Edwin, il y a une méthode utilisée par les psychologues qu'on appelle le discours mental. Je pense que vous le voyez un petit peu, le boxeur par exemple, avant de compétir, il se parle à lui-même et il se s'auto-encourage. C'est pareil aussi, on a tous fait. En général, quand on est face à quelque chose, quand on va prendre la parole en public, on a toujours cette petite voix dans la tête qui nous dit vas-y, tu vas y arriver, tu es capable de faire. C'est ce que les psychologues appellent le discours mental. Se complimenter soi-même, c'est se challenger et avoir le résultat attendu. Est-ce que tu partages évidemment cette philosophie développée par les psychologues sur le discours mental, le fait de s'auto-complimenter? Oui, mais c'est comme je venais de le dire en fait, que le compliment, oui, quand il vient de l'extérieur, ça nous fait quelque chose. Mais c'est encore mieux quand c'est nous-mêmes. Oui, c'est mieux. Parce que c'est un problème de confiance en soi. C'est un problème de développement personnel. Il faut d'abord prendre conscience que mon bien-être passe par moi d'abord, avant de compter sur les autres. Les autres sont là, certes, pour m'accompagner ou pour participer à mon épanouissement, mais mon bien-être doit d'abord venir de moi. C'est l'égoïsme. Non, on faisait allusion sur la thématique. Oui, justement. Être égoïste, mais enfin, investir sur soi. Il faut d'abord investir sur soi-même. Voilà. C'est-à-dire, ici, on parle de compliments, oui, mais si on attend tout le temps le compliment des autres, les autres ne vont pas que nous complimenter. Il y a des situations aussi où ils peuvent être amenés à nous émettre des critiques. Mais si on est habitué au compliment, alors qu'il faut qu'on soit critiqué, on va mal le prendre. Alors que si on se dit que le compliment, c'est d'abord moi-même, il faut que je sois à l'aise, il faut que je travaille sur moi et qu'après les autres viennent en appui, moi je pense que ce serait plus facile. Il ne faut pas attendre que ça soit au truc qui nous dise que là c'est bon ou là c'est pas bon. Non, c'est le travail qu'on fait sur soi. C'est-à-dire, moi, je sais ce que je veux pour moi, ce qui est bien pour moi, même si je peux me tromper. Mais si je me sens à l'aise du point de vue mental, j'ai envie de dire, c'est déjà une bonne chose et après le reste viendra. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Chancel, de recevoir un compliment qui t'a pas plu, par exemple? Oui, c'est quand on me dit que j'ai pris du poids. Certains le prennent pour un compliment, mais ça va moi... sinon, à ce niveau... moi, je pense que tu l'as reçu déjà. Voilà, parce que c'est une vérité, tu as pris un peu de poids. C'est vraiment pas un compliment agréable parce que j'ai toujours été mince. Tout le monde m'a connue mince, donc ça me dérange vraiment quand quelqu'un me dit que « Ah, t'as pris du poids ». Et puis là, je commence à me remettre en question. Je dis « Ah, quand est-ce que j'ai trop mangé? Qu'est-ce que j'ai consommé de trop? Qu'est-ce qui peut être à la base de cette prise de poids-là » Et c'est vraiment, vraiment dérangeant. Je pense que parmi tous les compliments que j'ai eu à recevoir, il n'y a que celui-là qui me rend très mal à l'aise. D'accord. Et Murphy, toi, tu arrives à gérer ça aujourd'hui, ça va? Je crois que je vais m'arrêter là. Je vais arrêter de prendre du poids, je crois que c'est ça. Nous sommes bientôt arrivés au terme de cette première partie d'émission. Benoît, je vais te laisser le soin de clore, évidemment. Donc oui, les compliments ont un impact sur notre vie. Mais il faut choisir le bon compliment et avoir la manière.
Oui, effectivement, comme on disait, ça a un impact psychologique sur la personne quand on fait un compliment, mais apporter un dosage, savoir ne pas dépasser les limites et ne pas, comme Edwin disait, ne pas s'accrocher aux compliments qui peuvent venir de l'extérieur, avoir déjà une estime de soi, une confiance en soi, et ensuite les compliments qui viendront asseoir cela, quoi. Moi, c'est un peu la vision que j'ai de cela. Et comme on dit, en fait, c'est un bon début, on est toujours mieux servi que par soi-même, d'abord. Donc oui, avoir confiance en nous, d'abord, et ensuite, évidemment, les compliments qui viennent peuvent arriver. Edwin, c'est quoi le dernier compliment que tu as reçu, toi, là, dans la semaine, dans le mois, dans la semaine? Je sais pas, hein. Est-ce qu'on m'en fait souvent? Mais je pense que j'en reçois plus comme étant de la flatterie que du compliment. D'où évidemment la problématique soulignée par Benoît. Les amis, on marque un silence, on marque une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. On parlera justement du silence, son rôle dans la communication. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Avant évidemment de marquer cette courte pause, je vous l'annonçais, on va parler évidemment du silence. Le silence, son rôle dans la communication. Chancel, je me tourne vers toi. On parle du silence. On a tellement des citations liées au silence. Qui ne dit rien consent. Il y en a tellement. Mais justement par rapport à ça, peut-être revenir un petit peu sur le rôle, pour s'accrocher à la thématique, le rôle, sinon l'impact du silence dans la communication. Y a-t-il évidemment ce rôle-là? Oui, le silence a un très fort impact dans la communication parce que ça nous permet d'analyser beaucoup de choses et même de connaître la position de quelqu'un sur un sujet sans que la personne n'ait à parler. D'accord. Donc ça, déjà, le fait de communiquer avec quelqu'un et le fait de faire face à un silence venant de cette personne, ça peut nous montrer si la personne est d'accord, si cette personne hésite, si cette personne n'est pas à 100% dans ce qu'on est en train de lui communiquer. Donc pour moi, le silence a une très grande importance et il faut vraiment savoir comment analyser ou comment interpréter ce silence. D'accord, oui, l'interprétation justement, c'est ça la chose la plus difficile. Oui. Supposons que nous soyons en réunion, tu proposes un projet, personne n'a réagi. Et toi, comment tu interprètes justement? Parce que là, déjà, dans ce silence-là, on t'a communiqué quelque chose. Et toi, qu'est-ce que tu as reçu? Comment tu as interprété ce silence-là? Est-ce que ton travail n'est pas bon ou tout le monde n'est pas d'accord? Comment toi, tu as interprété comment tu l'interprètes justement, ce silence? Il y a plusieurs interprétations. Des fois, c'est peut-être on attend qu'il y ait une première personne à se positionner sur le sujet pour que les autres puissent réagir. Des fois, il faut qu'il y ait un temps pour que les personnes essaient de digérer ce que j'ai dit pour pouvoir se prononcer. Ou des fois, c'est peut-être parce que la personne n'est pas intéressée aussi. Donc, c'est apprendre de plusieurs manières et il y a plusieurs aspects qu'on doit associer à l'interprétation du silence, selon moi. Le silence, mon cher Benoît, on dit souvent que qui ne dit rien consent, mais est-ce réellement le cas parfois? Et on a l'impression que des fois, les gens utilisent des citations comme ça, avec le silence, mais sans forcément comprendre le fond même de cette citation-là. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Qui ne dit rien, vraiment il a consenti à cela, ou bien il a simplement rien à dire? Bon, ça peut être vrai dans un certain sens, qui ne dit rien consent. C'est-à-dire, je viens, je te propose une idée et quand je finis d'expliquer mon idée, j'attends ton retour. Oui, un retour. J'attends ton retour. Si je ne dis rien, ça peut être parce que je suis en train de réfléchir, d'assimiler, comme elle disait, ce que tu as eu à dire et peut-être proposer quelque chose après. Mais si c'est vraiment un silence de cathédrale, la personne ne dit totalement rien, des fois, il faut reconnaître, ça peut créer du malaise chez ton interlocuteur et tu lui renvoies pas forcément mais c'est surtout qu'il peut y avoir une confusion. C'est-à-dire que dans le domaine professionnel, par exemple, si tu me proposes quelque chose et que je verse dans le silence, alors ça peut être oui comme ça peut être non. C'est comme elle dit, la difficulté, c'est au niveau de l'interprétation de ce silence-là, évidemment. Alors, moi, je sais pas pour vous, Edwin, là, on va philosopher, ça va tomber sur toi, cette question-là. Il y a une artiste qu'on connaît tous, Patience Dabani au passage, qui a fait sortir un titre qui a très bien marché sur le continent et un peu partout en Europe. Ce titre, je pense que vous connaissez un petit peu la chanson et notamment le titre de cette chanson qui est « Tais-toi quand tu parles ».
Comment toi, tu as réussi à analyser cette belle phrase? Pour moi, en tout cas, elle est très profonde, hein, cette phrase de l'artiste gabonaise Patience Dabani. Tais-toi quand tu parles. Bon, évidemment, on est dans la thématique, on est dans la communication, mais on est surtout dans le silence. À quoi ça renvoie, selon toi, pour toi, cette citation, cette phrase? Moi, je pense que ça renvoie où ça vise à adopter une certaine attitude. C'est laquelle? C'est que il ne faut pas se mettre à parler pour parler. C'est-à-dire, même lorsque tu parles, il faut prendre un temps, te mettre en retrait et essayer d'observer. Si ce que tu as dit a suscité une réaction, je dirais, bénéfique, tant mieux. Si ce que tu as dit aussi a suscité une réaction plus ou moins négative, ben, il faut désormais voir que, ou bien essayer de revoir ta façon de parler. En fait, j'ai l'impression ici qu'elle veut nous dire qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Il ne faut pas prendre la parole n'importe comment. Et si on est amené à prendre la parole, il faut qu'on sache ce qu'on dit. Il faut qu'on dise des choses sensées. Moi, voilà comment je perçois le sens de cette chanson. Le tais-toi quand tu parles. Ah, moi, je suivis ça. Enfin, c'est pas contre toi. Hein. Je parle du titre de Patience. Après, ça dépend des circonstances. Mais pour revenir au silence en tant que tel, il faut dire que le silence, c'est un thème qui pose des problèmes à tous les niveaux. Ah oui. Même sur le plan juridique, par exemple, en matière de contrat, comme tu l'as dit, on a coutume de dire que le silence vaut consentement. Mais en droit, c'est une controverse doctrinale qui ne finit pas jusqu'à nos jours. Parce qu'on est partagé entre ceux qui pensent que oui, il faut se taire, et lorsqu'on se tait, c'est qu'on accepte. Comme on le dit souvent, on reconduit le contrat par tacite reconduction. Et il y a d'autres qui estiment que non, il faut plutôt se prononcer. Donc c'est un thème vraiment très complexe. Mais très complexe aussi, Chancel, dans une relation amoureuse ou familiale. Ça crée forcément des divergences, des petits soucis dans la famille. Parce que si, évidemment, il y a un gros problème et qu'on verse tous dans le silence, ça va éloigner des gens au lieu de rapprocher ces personnes-là. Ça va non seulement créer de l'éloignement, mais les personnes qui sont en action dans ces problèmes, comme tu viens de le dire, peuvent être mal à l'aise. Et ça déséquilibre la communication, ça suscite de l'éloignement et ça verse dans la méfiance. Quand on parle à quelqu'un et la personne garde le silence, le lendemain, on n'aura plus le courage là de venir vers cette personne pour lui parler parce que tu vas te dire que quand je viens parler à cette personne, la personne se tait. C'est vrai que c'est très important de savoir écouter, mais savoir écouter d'une manière active. Il y a l'écoute active aussi. Donc vraiment, le silence n'est pas adapté à toutes les situations. C'est vraiment quelque chose qu'il faut relativiser parce qu'il y a des situations où il faut mettre le point sur la table et donner son avis, comme il y a des situations où il faut se mettre en retrait et essayer de penser sur la question. Est-ce que nous, on a grandi avec ça? Je pense que tous ici, sur ce continent, on a eu sensiblement la même éducation, parce que l'éducation à l'africaine, c'est la même, on a envie de dire, peu importe le pays. Mais on a grandi avec cette notion aussi du silence, qui était très éloignée de ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'on grandit, on comprend un petit peu la notion et les ramifications autour de ce terme-là, du silence. Mais le silence a toujours été pour nous une marque de respect. Par exemple, dans la famille, quand papa parle, évidemment que voilà, tout de suite, faut pas sortir un mot derrière, faut pas. Est-ce que justement, on est toujours dans cette logique-là aujourd'hui, mon cher Benoît? Le silence, c'est aussi une marque de respect? Pas forcément, pas forcément. C'est pas forcément une marque de respect, mais on nous a toujours dit quand l'aîné parle, on ferme la bouche. Oui, quand l'aîné parle, on ferme la bouche. Donc, à tout point de vue, ça va rester quand même une marque de respect. Mais par contre, le silence, comme elle disait, c'est pas adapté à toutes les situations. Il y a des problèmes qui doivent être réglés. Par exemple, l'enfant a eu à faire une bêtise dehors, il rentre à la maison, le parent il parle. Il y a des parents, quand ils parlent, il veut savoir peut-être ce qui t'a poussé à faire la chose en question pour avoir une communication un peu plus fluide. Mais toi, tu es buté, tu es juste dans un silence. Il y a un autre type d'enfant, lui, il est là dans le silence, tu te dis qu'il est en train de t'écouter. Ah non, il n'est pas là avec toi. Il est juste là
en mode vas-y, finis de parler. Quand tu finis de parler, je passe à autre chose. Je passe à autre chose. Et là, le silence n'est plus une marque de respect, mais une marque de mépris quelque part. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. Murphy, toi, comment tu arrives à gérer parfois ce silence-là? On va revenir un petit peu dans le domaine un petit peu plus social, dans les relations amoureuses, par exemple. En général, quand les gens ont envie de se détacher de la personne, on le fait parfois avec le silence, c'est-à-dire qu'on prend une distance et c'est à toi d'interpréter ce silence-là en disant peut-être que la personne est déjà partie. Et comment justement toi tu arrives à déceler justement quand une personne a envie de s'éloigner de toi, la communication, ce silence-là en tout cas qui t'interpelle? Est-ce que parfois tu arrives à défoncer ça un petit peu en disant à la personne bah, écoute, ce serait peut-être bien qu'on prenne nos distances ou bien qu'on arrête que de verser dans un silence qui parfois est beaucoup plus perçu comme une torture qu'autre chose, parce que quand tu es dans la position de celui qui attend, tu t'imagines beaucoup de choses. Et comme on dit souvent dans une relation amoureuse, c'est pas tant ce qui fait, c'est pas ce qu'on voit qui fait le plus mal, c'est ce qu'on imagine. C'est-à-dire que le fait d'imaginer beaucoup de choses, ça te torture de l'intérieur, et ce silence-là est parfois perçu comme une torture. Est-ce le cas, par exemple, dans une relation Alors, je crois qu'elle a dit dans son argumentaire, l'une des qualités premières d'un communicant, d'abord, c'est le silence. C'est l'écoute, du moins. Par ricochet, le silence. Et lorsqu'on prend le temps on marque le silence, c'est pour écouter, c'est pour prendre le temps d'entendre ce que la personne a comme problème, a comme souci et tout le reste. Mais en retour, il faudra un feedback, tout simplement. Parce que si on prend le cas de notre relation amoureuse, tu as la personne qui a tout, vous avez une tonne de soucis, elle passe son temps à se plaindre, elle se plaint. Si tu marques ton temps de silence pour écouter ce que la personne dit, c'est une bonne chose pour pouvoir donner un retour à la personne. Oui, parce que dans les relations en général, on se dispute pas pour comprendre, mais pour répondre. Voilà. Donc il faut prendre le temps, comme la personne elle est dans ses colères, d'écouter ce que la personne a à dire, donc de marquer ce silence. Voilà, tu entends et après tu donnes un feedback qui va plus ou moins apaiser la situation si tu souhaites le faire, parce que oui, ce silence, si tu restes jusqu'au bout dans ton silence, ça laisse à interprétation beaucoup de choses. Oui, et ça crée l'éloignement, comme on a... mais on allait plus loin, je reste avec toi, Murphy, parce que dans une relation aussi, on nous a toujours dit, en tout cas, moi je grandis avec des conseils de mon père et de mes grands frères qui me disaient que lorsque tu es dans une situation conflictuelle avec ta chérie, l'idéal serait que tu marques un silence ou tu sors complètement de la maison au cas où la dispute se déclenche dans la maison. Mais en fait, c'est pour simplement dire que le silence aussi peut avoir l'effet contraire, dans le sens où au lieu de peut-être éloigner, ça permet de tempérer, d'avoir une période d'accalmie, on va dire ça comme ça, pour revenir à des meilleurs sentiments. Est-ce que toi, tu l'utilises parfois pour régler des conflits, le silence? Honnêtement, moi, c'est ce que je fais, parce qu'on sait en général que les femmes, elles parlent beaucoup. Et puis on dit, oui, nous sommes des journalistes aussi, facilement, lorsque la femme déclenche, si moi aussi je me mets à déclencher, on va faire 1 heure de temps, 2 heures de temps, le problème ne va pas se régler. Donc moi je me connais, je sais que si j'ouvre ma bouche, on ne va pas terminer. Tu vas déclencher, on va aller jusqu'au bout. Oui, donc, comme je dis, vous allez vous répondre. Je vais envoyer, tu vas envoyer. Et donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais marquer mon silence. Tu as fini je vais prendre quand même la peine de t'écouter. Je vais t'écouter et après je prends mes 2 pieds, je vais prendre un coup d'air et puis lorsque tu te seras calmé, je reviens tranquillement et j'essaye de prendre maintenant la parole et là je crois que voilà, on apaise plus ou moins la situation. Bon, ça c'est ma méthode. Hein. Et pourquoi, Edwin, le silence aujourd'hui est recommandé presque partout? Lorsqu'on est dans des conférences, on demande le silence. Lorsqu'on est dans des endroits, même dans des hôpitaux, on demande le silence. Pourquoi ce silence-là? Par exemple, tu prends un cadre comme l'hôpital, pourquoi c'est important le silence? On a l'impression c'est partout, hein, peu importe l'endroit où on est, même dans l'avion, parfois on demande le silence. Peu importe les endroits publics où nous sommes, le silence est recommandé. Mais parce que le silence, c'est un élément de communication. Et selon les endroits, il dépend d'un endroit à un autre. Tu prends le cas de l'hôpital. Mais l'hôpital est un milieu très sensible dans lequel on traite des gens. Et ces gens-là, le plus souvent, comme on dit, la première guérison à l'hôpital, c'est l'accueil. Donc, lorsque vous arrivez dans un milieu qui est très bruyant, sachant que vous êtes déjà stressé, embêté par je sais quelle pathologie, vous venez encore trouver ce but-là, mais ça augmente
x2, x3, x4 ou je ne sais fois combien votre stress. Donc il vous faut de la calmie. Et le médecin ou ceux qui vous soignent ou qui vous traitent a besoin de ce silence-là pour bien se concentrer. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des humains dans ces milieux-là. Ouais. Et étant un milieu très sensible, il ne faut pas qu'il foigne son diagnostic. Et pour qu'il ne foigne pas son diagnostic, il faudrait qu'il soit dans un endroit très calme. Maintenant, pour ce qu'il en est des autres milieux, comme pendant les conférences, ça par contre, moi je pense que c'est une marque de respect. Parce qu'on ne peut pas être en train de développer sur un sujet et des gens se mettent à parler ou à discuter. C'est comme une forme de manque de respect vis-à-vis de cette personne-là qui vient nous partager une partie de son savoir ou de sa connaissance. Donc, pour témoigner notre respect vis-à-vis de cette personne, ce qu'on recommande, c'est qu'il y ait un silence des cathédrales dans ces salles-là. Oui, évidemment. J'espère que l'Église va vouloir corriger ça aussi, un silence de cathédrale. J'aimerais revenir sur ce que Murphy a dit. Bien évidemment, il a raison. Là, bon, je pense que toi aussi, tu l'as plus ou moins dit. Lorsqu'on est confronté à certaines situations, et je partage cet avis des papas et des grands frères qui t'ont transmis cela, il vaudrait mieux s'éloigner. Et moi, personnellement, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que lorsque je sens que la situation est très tendue avec une personne, quelle que soit la nature de ma relation avec la personne, moi, je me retire. Je me mets dans mon coin parce que je suis quelqu'un de très ouvert, qui aime discuter et tout. Mais la personne va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce monsieur-là, il n'est pas comme ça. Il aime être au contact des gens. Mais s'il se retire, c'est qu'il y a un souci. Et là, quand la personne vient vers moi, je lui dis, tiens, ça tombe bien. Voilà la raison pour laquelle je me suis retiré. Et donc, c'est une forme de communication. C'est, comme on a dit encore, c'est l'interprétation. Oui. Ce qu'il est en train de dire, c'est que finalement, ce silence fait partie même du système de communication. Parce que si on est dans une salle où les gens prennent la parole à tour de rôle, si moi je suis silencieux, lorsque je vais prendre la parole, tout le monde sur le coup va se tenir à carreau, va se taire pour vouloir prêter attention à ce que la personne dit. On va dire, mais tiens, lui, il n'a pas parlé depuis qu'il est arrivé. Mais là, il a envie de parler. On est bien curieux de savoir qu'est-ce qu'il a envie de dire. Pour dire que finalement, ce silence même est un élément aussi de communication. Il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir l'utiliser tout simplement. La communication, ma chère Chancel, c'est ton domaine. C'est dans le domaine de la communication, justement. On nous parle parfois d'un émetteur, d'un récepteur et d'un message. Et évidemment, et le canal par lequel on transmet le message. Revenons un petit peu dans notre monde, dans ce monde 2.0, dans ce monde hyper connecté avec l'évolution de l'intelligence artificielle ou autre chose, évidemment. Alors, je pense que vous l'avez tous vu. Il est devenu immensement riche et immensement célèbre, Rabbi Lam, que vous connaissez tous avec ce geste évidemment très fort, mais on a très bien vu qu'en fait c'est quelqu'un qui a réussi aujourd'hui dans la vie sans dire un mot. Il a réussi grâce au silence. Est-ce que le silence aujourd'hui, ça peut être un outil dans le domaine de la communication très puissant, surtout dans la créativité, dans la création de contenu? Regardons un petit peu ce qu'on voit aussi dans la création de contenu. Sur Internet, on voit, il y a des sketchs qui se font. Par exemple, il y a Shane Brydon aujourd'hui qui est très suivi avec 30 millions de followers. Et lui, par exemple, ses sketchs, il n'y a pas de parole. C'est histoire sans parole, comme on dit. Il y a du silence, mais ça communique en tout cas des émotions et beaucoup de choses. Le silence aujourd'hui, c'est l'un des facteurs clés, bien le facteur sur lequel on peut s'appuyer pour essayer évidemment de remplir les caisses. C'est une façon de parler bien sûr, mais en tout cas Rabbi Lam nous a dit c'est possible. Donc le silence devient de plus en plus important et de plus en plus utilisé. Tu viens de citer les exemples parce que déjà quand tout est calme, tu as la tranquillité d'esprit. Et tu es beaucoup plus en mesure de capter le message qu'on veut te renvoyer. Donc je pense que quand je prends l'exemple de Rabbi Lam, moi j'ai jamais écouté sa voix, je sais pas. Mais à un moment, on a tous pensé qu'à un moment il était muet, parce que évidemment on n'avait jamais entendu parler. Moi j'ai jamais écouté sa voix, je sais pas ce à quoi. Non, il s'exprime très bien, il parle anglais, italien, wolof. Donc j'ai jamais écouté sa voix, mais je pense que le silence
c'est l'avenir, hein, c'est vraiment l'avenir de la communication. Et je pense que ça a commencé maintenant et que demain, ça va encore plus se développer parce qu'il y aura d'autres idées qui vont naître de comment utiliser ce silence-là pour mieux communiquer. Et on voit même les tutoriels, hein. En général, très peu de personnes parlent. Hein. C'est une vidéo avec des images. Mais là où je vais encore plus loin, je reste avec toi, ma chère Chancel, avant de donner la parole à Benoît, c'est justement sur l'exercice de la création de contenu. Quand on voit les vidéos de Sean Brydon, quand on regarde tout le monde, hein, il n'y a pas que lui, il y a d'autres aussi qui font des vidéos comme ça où il n'y a pas de parole, hein. C'est juste voilà, des sketchs qui sont joués. Est-ce que quelque part c'est pas stratégique parce que le fait de rajouter une voix, on exclut totalement les autres. Supposons que cette vidéo, elle a été réalisée en français. L'anglais derrière, il va rien comprendre. Le chinois, l'italien, il va rien comprendre. Donc le fait de verser dans le silence, on communique mieux apparemment. On communique mieux et ça fait en sorte que la personne qui écoute ou bien la personne qui regarde ne puisse pas complexer. La personne va se dire que si c'était que je comprenais cette langue ou bien si c'était que je faisais ça, j'allais pouvoir comprendre. Ça constitue un frein finalement, le fait d'associer une langue. Et moi, j'ai remarqué ces derniers temps que ça me dérangeait énormément quand il y a quelqu'un qui est là et que la personne parle. Mais même si tu ne parles pas, je comprends ce que tu fais en fait. Ouais. Et même quand tu ne parles pas, tu as l'horizon ouvert sur beaucoup plus de personnes et il y a beaucoup plus d'opportunités qui peuvent se présenter à toi, même sans y mettre de la voix. On nous a toujours dit que la parole, c'est communiquer, mais au finish, on peut communiquer sans parole. Alors, mon cher Benoît. Moi, je prendrais, par exemple, dans la musique. Dans la musique, vous avez des artistes qui ont cet art-là, l'art du silence, de se taire totalement. Il y a des artistes, après avoir fait sortir un projet ou avant de faire sortir un projet, il va totalement verser dans un silence de cathédrale. Ouais. Pourquoi il verse dans un silence de cathédrale? Parce qu'il sait que ça va provoquer chez ses fans une réaction qu'est-ce qu'il fait, Kanye West l'a fait, Kanye West, Stromae aussi l'a fait. Et ce qui fait que quand il revient, ça crée de l'intérêt autour de sa personne et autour du message qu'il va apporter. Donc finalement, si on prend sur cette optique-là, on va même dire que le silence devient une arme plus fatale que la parole. Les politiques aussi utilisent également le silence. Il y a des politiques, quand ils font des discours, ils marquent des temps de pause dans leur discours. Ces temps de pause-là sont faits non seulement, lui, pour aller chercher les idées, pour renchérir ce qu'il a eu à dire, mais permettre aussi à l'auditoire qui est en face de lui d'être attentif à ce qui va suivre et déjà analyser ce qui a précédé dans sa parole. Ah oui, ça c'est bien. C'est l'avenir. Effectivement. Non, mais c'est bien ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, c'est ça, c'est un bel argument, et on le voit tout le temps, hein, comme on dit, un bon politicien, c'est quelque part un bon démagogue aussi, donc il faut avoir ces techniques malheureusement, des techniques de manipulation, exactement, ça joue derrière aussi. En parlant de techniques de manipulation, moi j'ai bien aimé ce que Chancel a dit tout à l'heure, en disant que le silence demain, ça va peut-être devenir un gros business derrière, et ce gros business-là, les entre guillemets influenceurs jouissent un petit peu de ça. Prenons le cas des gens sur les réseaux sociaux, ils ont tendance à marquer une courte pause, ils disparaissent, ensuite ils reviennent sur les réseaux sociaux et là tout de suite il y a un engouement derrière ce retour-là. Donc oui, ça devient business, Murphy, le silence aujourd'hui. Oui. On communique beaucoup plus avec le silence qu'avec la parole. Ah oui. Le silence au-delà, comme on l'a dit tout à l'heure, de la stratégie communication, c'est également un pont interculturel finalement. Il permet de relier la Chine, les États-Unis, l'Afrique. Oui. Parce que c'est nos amis créateurs de contenu. Voilà ce qu'ils ont compris. Aujourd'hui, ce qu'ils ont compris, ils se sont rendus compte que si on met la voix dans nos contenus, on va exclure une certaine catégorie de personnes. Donc pour le coup, il faudrait qu'on soit silencieux et puis on ramène plus d'abonnés, on emmène plus d'engouement autour de notre travail. Donc oui, c'est le futur. C'est le futur, c'est au-delà d'être d'être bilingue et autres. Il faudrait pouvoir adopter un style qui va traduire au travers des actes. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on a abordé le silence dans beaucoup de domaines, dans des secteurs. On a parlé évidemment de la création de contenu, les réseaux sociaux, tu as parlé de la musique, mais qu'en est-il du cinéma? Je pense que vous l'avez peut-être vu, hein, ce film-là qui a vu le succès de Jean Dujardin, The Artist. C'est un film, je ne sais pas si vous l'avez regardé, si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à le faire. C'est un film en fait muet.
Il n'y a pas de... Voilà, c'est un film muet du début jusqu'à la fin. Il y a un petit chien qui est à l'intérieur, qui l'aboie, mais t'entends rien. Et malheureusement, enfin pas malheureusement, je vais dire heureusement, parce que derrière, le film a tellement bien marché. Aux Oscars, ils ont été couronnés, ils ont eu un Oscar. En tout cas, Jean Dujardin, l'acteur français, a eu un Oscar pour ce film-là, The Artist, où il y a, mais vraiment que le silence. Hein. Donc, moi, je reviens un petit peu sur le lien avec la communication. Quand on parle de communication, c'est pas seulement verbal, c'est pas le fait de verbaliser quelque chose, c'est ce qu'on ressent aussi, les émotions qu'on ressent derrière. Et effectivement, le silence apporte ça aussi, apparemment, Chancel. Comme je le disais tantôt, déjà, quand il y a silence, l'esprit est en paix. Du coup, l'esprit est ouvert à recevoir toutes sortes d'informations. Toutes sortes d'informations. Malheureusement, j'ai pas regardé le film, mais même Tom and Jerry, ça met tout le monde d'accord. Ouais. Tu regardes Tom and Jerry, même quand il n'y a pas la musique de fond, tu es là, tu t'éclates, tu ris, tu passes du bon temps sans écouter aucune parole. Ouais. Donc c'est vraiment important. On avait même des programmes comme ça, je sais pas, vous êtes peut-être un peu jeune, mais il y avait des programmes à l'époque qui s'appelaient Histoire sans parole. Ouais. Et ça passait tout le temps sur des chaînes et c'était des histoires, mais sans parole. Mais nous, on était tellement captivés par ça, parce que derrière, le jeu était très bien fait. En tout cas, je parle de l'acting, hein, le jeu des acteurs, c'était tellement bien fait que derrière, effectivement, on arrivait à procurer des émotions. Quand tu vois une personne qui est en train de pleurer et que la personne n'arrive pas à parler, mais tu vois juste les larmes qui coulent, bah tu sais qu'effectivement là il y a une émotion qui va se dégager derrière. Donc oui, le silence effectivement aujourd'hui c'est devenu on va dire le nouveau moyen, enfin le nouveau moyen, mais ça reste un moyen de communication sur lequel il va falloir aujourd'hui s'appuyer un petit peu, mais surtout avoir des capacités d'analyse et d'adaptation et de mieux capter le message qu'on renvoie quand il y a un silence. Ouais. Edwin, est-ce que avant de clore cette deuxième partie, parce que ça allait très vite, hein, on arrive vraiment au terme de cette deuxième partie-là, le silence aujourd'hui, est-ce que toi tu t'en sers, tu l'as dit, hein, tu t'en sers pour communiquer, mais c'est beaucoup plus pour apaiser les tensions, mais est-ce que tu t'en sers vraiment pour communiquer? Oui, je m'en sers pour communiquer parce que comme je l'ai dit, quand je suis face à une situation, je préfère me mettre en retrait. Même si après l'initiative de reprendre la discussion émane de moi, mais je me mets d'abord en retrait pour laisser un temps. De toutes les façons, toi, parce que Edwin, c'est un amoureux de la musique africaine, en l'occurrence la musique congolaise, et donc pour ceux qui suivent Edwin, en fait, il y a une chronique qu'il fait qui revient un peu sur la musique de façon générale. Mais avant de te mettre cette musique-là, ce programme-là, il y a une vidéo de lui où il ne parle pas, et il balance la vidéo et il fait des petits gestes. Tu comprends que derrière, bon, le monsieur il vit sa vie, ou bien derrière il va nous proposer quelque chose d'assez intéressant. Donc je pense qu'évidemment que la communication, le silence aujourd'hui, il communique énormément d'émotions. Un bébé ne parle pas, mais quand tu souris, on sait évidemment ce qu'il a envie de nous dire. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission, ça allait très vite. Chancel, je te remercie d'avoir participé à Génération News, étudiante en communication. Merci d'avoir participé à Génération News. Benoît, c'était un plaisir de te recevoir sur ce plateau, étudiant en journalisme et communication. Évidemment, tu reviens ici quand tu veux. Génération News, c'est ta maison. Murphy, merci d'avoir participé à Génération News. Tu reviens quand tu veux, évidemment. Ça reste ta maison, Génération News, étudiant en journalisme et communication. Merci d'avoir participé. Merci à vous tous. Edwin, juriste d'affaires, c'est toujours un plaisir de se revoir sur Génération News. On espère qu'on te reverra bientôt, tout simplement. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est moi. Les amis, vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, ne marquez pas de silence, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.